Bienvenue dans l'univers Co-connaissance au cœur de la Rahma. C'est avec grande joie que nous reprenons la route à la rencontre de ces aspirants qui œuvrent au quotidien à leur façon. Pour ce nouveau numéro, Rahma TV met à l'honneur des maîtres artisans d'exception. Il s'agit des jumeaux, ces bouchers qui ont fait de leur métier un art, des amoureux du terroir français, mais aussi issus d'une éducation de valeur, subliment leurs produits par un savoir-faire unique, et ce, pour le plus grand plaisir des consommateurs amateurs de goût et de qualité. Leurs marques de fabrique, l'éthique, la rigueur et l'excellence les ont hissés au rang de premiers et de pionniers. Retrouvons donc Slim, un des deux fondateurs des jumeaux, afin qu'il nous livre les secrets de cette belle aventure. Merci Slim de nous accueillir chez les jumeaux. Merci à toi. Donc pour préparer cette interview, nous vous avons nommé maître artisan d'exception. Est-ce que c'est OK? Tant que c'est toi qui le dis, il y a aucun souci. OK, super alors. Alors, qui sont les jumeaux et qui est les jumeaux? Et c'est pas une faute de français. Alors, les jumeaux, c'est une institution qui existe depuis 2010 déjà. On a été, les premiers à avoir fait de la viande bio halal et on est les précurseurs dans ce qu'on fait dans la viande haut de gamme halal. Et les jumeaux, c'est Slim et Karim, 2 frères jumeaux, des vrais jumeaux. Heu, on est, d'origine, tunisienne, nés en France et on est passionnés par, notre métier et notre savoir-faire. Alors, bah, je me pose la question, voilà, à l'âge de 18 ans, 20 ans, vous découvrez le métier de boucher. Comment on plonge dans cet univers en sachant que c'est un métier artisanal qui se transmet souvent de père en fils? Comment ça se passe pour vous? Nous, c'était un petit peu particulier parce qu'on a ouvert notre boucherie à peine 20 ans, sans la moindre connaissance de la boucherie. Nos parents ne sont pas du tout du milieu, ni les oncles, ni les tantes, ni quiconque en fait dans notre entourage. Alors c'était une aventure, assez folle parce qu'on part de rien. On est des bleus, on ne sait pas du tout ce que c'est, popette de veau, roast beef ou ne serait-ce que veau. Alors je ne sais pas ce que c'est un veau. Alors, c'était une aventure pour nous, particulière parce qu'on était déterminés à ouvrir notre propre commerce. En plus, dans le halal, pour nous, c'était important, sachant qu'on n'arrivait pas à trouver de la qualité en halal. On avait une très grosse frustration. Pour nous, c'était un peu compliqué, donc on allait directement dans les fermes. Mon père allait dans les fermes prendre des poulets ou de temps en temps, on achetait de la viande, mais on était des petits consommateurs. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à trouver la qualité et l'hygiène. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était une chose assez importante. Si on ouvre une boucherie, de ne pas être comme tout le monde et d'avoir sa propre personnalité et de faire vraiment, tirer les choses aller vers le plus haut, en fait. Si je comprends bien, le premier mot que j'ai utilisé pour vous présenter, c'est éthique. Donc l'éthique, finalement, elle vous vient déjà d'un héritage familial, Oui. hem et aussi la qualité qui va se traduire dans votre métier plus tard, il commence bientôt au sein de la famille. L'éthique, ça se crée par les liens parentaux. On peut avoir une éthique, sans éducation, mais c'est rare. En général, c'est nos parents qui nous ont inculqué des valeurs, ils nous ont transmis, des choses à ne pas faire et à faire et voilà, c'était une très grosse détermination et toujours dans la droiture. Voilà, c'était le plus important pour nos parents et puis ils nous ont transmis ça. L'envie de bien travailler, l'envie de bien faire et être honnête aussi. Et donc la qualité commence dès l'enfance avec une sensibilisation qui vous est donnée sur la qualité de ce que vous mangez et vous disiez, quitte à manger peu, bien manger. Oui, mes parents sont attachés à une bonne alimentation. Donc, alimentation saine, tout ce qui touche à l'industriel, nous on connaît pas. Cordon bleu, charcuterie, poisson pané, ça c'est quelque chose qu'on ne mangeait pas. On mangeait des choses faites maison, ma mère faisait son pain, la pâtisserie elle la faisait aussi elle-même. On faisait beaucoup des plats alors de culture, nous on mangeait beaucoup de plats tunisiens, des plats libanais, des plats italiens, donc il y avait quand même, une multidiversité en termes d'alimentation et c'était vraiment important pour nous quand on a ouvert notre boucherie, c'est de partir dans le même sens que ce qu'on a à la maison.
Et l'entrée dans cet univers de la boucherie, est-ce qu'il s'est fait d'abord par un cursus, scolaire? Avez-vous intégré, une Alors, école d'apprentissage? moi, j'ai fait l'école de la boucherie en 2010, mais la boucherie, notre boutique était déjà ouverte. D'accord. Donc, c'était un parcours un peu spécifique parce que j'apprends en même temps, je suis déjà à mon compte. Donc, c'était un peu compliqué, mais tout ce que j'apprends à l'école, je le remettais en pratique à la boutique. Donc, c'est une très, très bonne chose. Et donc avec votre frère, qui a initié qui, à ce Alors, métier? c'est mon frère qui a initié parce que à l'époque, notre école était pas très loin de la boutique, notre ancienne boutique. Et il y a un monsieur qui a tiré mon frère par le bras et il lui a dit: «Toi, je te connais et j'ai envie de te vendre la boutique». Subhanallah, on n'a pas compris pourquoi, mais ça s'est fait comme ça. Et puis mon frère, en rentrant à la maison, il dit: «Voilà, il y a un monsieur qui veut nous vendre son commerce, une boucherie. Qu'est-ce que vous en pensez?» Et puis moi, j'étais d'accord, mes parents étaient d'accord, surtout ma mère, elle me dit: «Ah, vas-y, on y va, il faut qu'on ouvre quelque chose». Et ça s'est fait comme ça. Voilà, on avait encore 19 ans quand il y a eu cette idée-là et c'est un cadeau tombé du ciel, en fait, tout simplement. Voilà, c'est pas nous qui avons décidé de: «Tiens, je vais faire la boucherie parce que j'aime ça». On connaissait rien encore. Voilà, mais c'était un métier qui était destiné pour nous. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est que, quand j'ai commencé à faire l'école de la boucherie, à apprendre le métier, j'apprenais extrêmement vite. C'est-à-dire que ce qu'on est censé apprendre en 2 mois, moi je vais l'apprendre en même pas 4 5 jours. Pourquoi? Parce que j'étais déterminé, en fait. La détermination, on est capable d'apprendre et d'emmagasiner énormément de choses dans son cerveau et de mettre en pratique ce qu'on apprend. Et vous diriez que l'amour du métier est venu, en apprenant, du coup? Oui, Ou oui? oui, parce que je connais rien et puis je vois que quand même c'est un métier assez noble, et j'avais déjà des facultés, des facilités parce que, notre maman nous a toujours donné beaucoup de ménage à faire, de travail à faire quand on était petit. Dès l'âge de 6 ans, on devait faire le ménage, l'aspirateur, la serpillière, la lingette. On devait faire les courses, on devait aller au marché. Donc du coup, il y avait toujours une action, une activité. Donc nos parents nous ont donné une responsabilité d'adulte dès notre plus jeune âge. Et déjà à 14 15 ans, je faisais tout seul, hein. Le linge, je faisais tout en fait de A à Z. Et ça, c'est une grande force parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, précédemment, je vois ma génération et la nouvelle génération, les parents ne donnent pas de tâches ménagères à leurs enfants, comme si c'était de l'esclavage, alors qu'en fait, non, ils doivent participer, même s'ils sont petits, à la propreté et à l'environnement de la maison. Et c'est ce qui nous a permis d'ouvrir facilement la boutique, quoi. J'avais déjà pas mal de notions en gestion. En termes d'hygiène, on était très clean. Donc déjà, la gestion et l'hygiène, c'est 80% du métier de boucher. Les 20% après, vous savez, une fois qu'on sait couper un agneau, c'est comme on apprend à monter à vélo. Une fois qu'on sait monter à vélo, toute notre vie, ça reste là-dedans et on sait faire du vélo. Pour la boucherie, c'est la même chose. Donc finalement, le savoir-faire s'apprend, par le biais, de la transmission, des parents. Et du coup, cette envie d'aller, toujours plus loin, toujours plus haut, parce que vous passez de, on va en parler après, la mise en pratique du RIT, du halal, donc on reviendra sur cette question-là. Ensuite, vous passez sur de la qualité avec le bio et puis vous montez sur du haut de gamme. Donc Tout à fait. qu'est-ce qui vous a amené à vouloir, toujours pousser en fait, heu, les Nous, échelons finalement? bah, nous, on veut l'excellence, hein, on veut le meilleur. Il faut bien commencer par quelque chose. À l'époque, en 2010, 2011, enfin, toutes ces périodes de 2010, il y a pas de halal de qualité. Il n'y a pas d'halal bio. Il y a ce qu'il y avait de plus qualitatif, c'était le fermier Label Rouge. Ça, c'était vraiment du très très haut de gamme pour nous à l'époque. Puis moi, c'est pas suffisant en fait. Pourquoi certaines boucheries françaises haut de gamme peuvent proposer des qualités, les meilleures viandes qu'il puisse y avoir sur le marché, et pourquoi la communauté musulmane n'en profite pas? On peut être musulman et à manger la meilleure des viandes en fait. Oui. Et pour moi, il y a rien qui m'empêchait de le faire. Alors, c'est vrai qu'au début, on est arrivé, c'était un petit peu difficile parce qu'il y avait du halal, du vrai et du faux. Moi, je ne connaissais pas du tout, donc j'ai appris tout de suite qu'il y avait des vraies certifications halal où il y a des gens qui égorgent, enfin qui sacrifient, et d'autres qui contrôlent. Donc, on a véritablement de bout en bout, c'est halal. D'autres où c'est halal, mais il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de contrôle, on ne sait pas réellement. Donc, du coup, ça crée des doutes.
Alors, dès le début, on a compris qu'il fallait vraiment rentrer directement sur une vraie certification pour nous, en fait, pour avoir la baraka, pour que Dieu soit satisfait de notre travail. Ensuite, on a dit, bah, un poulet qui est élevé dans une cage, pour moi, c'est pas éthique. Ça a pas de sens, ça a pas de logique. C'est-à-dire qu'on veut manger halal, on a des principes où on doit faire attention à l'écologie. Dans la communauté musulmane, on parle jamais d'écologie malheureusement. On parle de beaucoup de choses, mais pas d'écologie. Aussi, l'alimentation de l'animal, ce qu'il a mangé, parce que nous aussi, on va en consommer. C'était une vraie catastrophe malheureusement, ça parlait que de prix. Argent, 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 argent. Moi, pour moi, j'ai pas cette dimension-là. Et puis même, j'ai un palais, j'estime que j'ai un palais qui est assez travaillé, qui est développé. Je prends pas de plaisir à manger un poulet, élevé dans une cage, hormis que c'est des animaux qui ont souffert. Son goût n'est pas bon. En fait, c'est de l'eau avec de l'acide. Donc, je ne peux pas proposer ce type de produit à ma clientèle. Parce que mes clients, je ne les considère pas comme des clients, mais comme des invités. Ils viennent chez moi, ça veut dire qu'ils ont envie de venir chez moi acheter quelque chose chez moi. Donc moi, je dois les accueillir correctement avec la manière, l'art et la manière. Et je peux pas leur vendre un poulet qui est enfermé dans une cage et après: «Ouais, c'est halal». Oui, oui, c'est halal. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne dis pas que, les volailles industrielles ne sont pas halal, elles le sont. Cependant, on a des comptes à rendre par la suite. Heu, la souffrance animale est un très grand péché dans notre religion. Voilà, je ferme les parenthèses. Essayons de manger mieux, plus éthique. Voilà, c'est notre façon de voir les choses depuis 15 ans déjà. Et pour vérifier finalement la chaîne, jusqu'à nos assiettes, pour le grand plaisir, de ceux qui en tout cas, immergent dans votre univers et comprennent, l'importance de bien manger et de manger en qualité et de respecter, toute cette chaîne. Vous êtes, vraiment allés, à la source, à la rencontre des éleveurs. Comment se sont passées ces premières rencontres avec les éleveurs? Alors, au début, ça a été compliqué parce que halal, c'est considéré comme quelque chose de négatif. Tout doucement, on a commencé à trouver des éleveurs plus intéressants, plus jeunes. En fait, la jeunesse s'en fout que c'est halal ou pas. Les éleveurs anciens, ils sont un peu dans leur monde, BFM TV. Ils sont dans leur délire, quoi. Du coup, on a trouvé des éleveurs plutôt jeunes qui ça les dérangeait pas que la viande soit halal. Ensuite, on allait voir des abattoirs qui certifient vraiment, parce qu'il y a des abattoirs qui font du très mauvais travail avec la souffrance animale. Des fois, il y a pas de contrôle, des fois, c'est même pas un musulman qui égorge, pour vous dire. Donc aujourd'hui, ça a changé parce qu'il faut avoir un agrément pour sacrifier, donc c'est important. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu compliqué. Alors on était vraiment, on faisait très attention à ça on travaille avec des sacrificateurs agréés, très connus, hein. Je ne vais pas citer leur nom, mais ils sont très connus et font du très, très bon travail et aussi des sacrificateurs indépendants comme, VHP avec qui je bosse depuis des années et des années et ça se passe très bien et au moins on arrive à sacrifier l'animal sans, avoir des abattages intensifs. Des cadences intensives, c'est pas bon. Donc on a réussi à trouver l'équilibre. Certes, ça va coûter plus cher qu'un halal classique, mais derrière, j'ai la garantie que c'est véritablement halal et que c'est bien sacrifié. Voilà. Et avant, de devenir boucher, est-ce que vous aviez mis les pieds, dans une ferme, Et comment se passe cette rencontre finalement avec la nature, avec la bête qui est pas encore, sur vos planches de à découper? J'avais pas de contact directement, alors j'avais, des oiseaux, c'est tout. Et puis je connaissais pas trop, je connaissais vraiment cet univers-là, je ne connaissais absolument rien, que ce soit cuisine ou viande, race, je connaissais pas. Mais j'ai appris très, très vite. Après, je me souviens, quand on allait, chercher des agneaux pour l'Aïd, j'ai connu que ça. Au bled, c'était très sympa. Et vous trouvez que ça change les choses d'aller, au plus près et de voir, où sont élevées finalement Ah oui, les bêtes que vous réceptionnez après? Qu'est-ce que ça a complètement. changé dans votre travail? Bah, tout a changé. Aujourd'hui, je sais ce que je vends déjà, c'est important. C'est pas que de la viande, c'est un animal quand même qui a vécu, qui s'est nourri. On connaît l'alimentation, puis
Puis une viande de qualité, ça dépend vraiment de l'éleveur, hein. L'éleveur, s'il est compétent, s'il aime ce qu'il fait, on aura de la très bonne viande. Si l'éleveur est mauvais, il n'a pas des capacités à donner une bonne alimentation, à les élever comme il faut, on a une viande de mauvaise qualité, médiocre. Donc non, non, pour nous, c'est très important. D'ailleurs, on fait ce sourcing depuis tant d'années à chercher les meilleurs éleveurs. Aujourd'hui, on a trouvé ce qui nous correspond, mais on va les voir régulièrement, entre une et deux fois par an, parce que c'est long, et puis c'est loin, puis ça demande du travail. Mais ça se passe extrêmement bien. Ça se passe extrêmement bien. Donc, normalement, un boucher est censé, en moins par curiosité, ou même par éthique, regarder comment sont élevés les agneaux que lui achète, ou bien les poulets. Comme ça, en fait, ça crée une logique, en fait. Vous voyez, c'est de bout en bout. Un boucher, normalement, il doit connaître le monde de l'élevage, l'abattoir, donc l'abattage, la boucherie et la cuisine. Il doit apprendre à cuisiner pour mieux conseiller. Vous voyez, un boucher, normalement, c'est 4 étapes. C'est pas juste on coupe de la viande, on vend et on encaisse. Ça, c'est vraiment une partie, en fait, de boucher. Et cette rencontre, entre vous et les éleveurs, je suppose que vous arrivez aussi avec quelque chose de nouveau pour eux, avec cette éthique, nouvelle façon de faire, parce que je pense que vous ils sont prévenus des étapes qui suivent, heu, après réception de leur bétail. Qu'est-ce que vous qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre de vous? Est-ce que vous avez senti quand même qu'il y a eu, pour un métier en plus qui n'est pas forcément, très mis en avant aujourd'hui et dans lequel il y a quand même une forme de souffrance et d'isolement chez les éleveurs. Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau, votre présence avec ces éleveurs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les éleveurs avec qui je travaille, on est dans la même longueur d'onde. Donc, comme je suis, eux, ils le sont aussi. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont doués dans leur domaine, passionnés. On n'a rien à leur apprendre, ou peu en tout cas, parce qu'ils ont une maîtrise totale de ce qu'ils font. Ils ont fait des études, ils ont travaillé souvent à l'étranger, ils savent ce qu'ils font, et puis nous, on est très fidèles à nos éleveurs. C'est-à-dire qu'en général, on achète des cheptels entiers et on travaille avec eux en direct. Donc, moi, j'ai des éleveurs avec qui je travaille depuis 10 ans, 11 ans, vous voyez, et on est dans la même longueur d'onde. C'est-à-dire que eux, ils ont une maîtrise, c'est des passionnés, ils ont un métier, et moi, j'ai le métier de boucher. Donc, entre professionnels, véritablement des vrais pros, on arrive à s'entendre facilement et on est sur la même route, en fait. Ah, le train va dans la même direction, en fait. La direction de l'excellence, la direction de la qualité. Donc, on s'y retrouve, en fait. D'accord, super. Et du coup, comment vous avez réussi à, introduire petit à petit, dans votre environnement, cette passion, cette éthique, cette rigueur? Bah, j'ai compris que c'était une affaire de famille, hein, les jumeaux. Avant tout, 2 frères jumeaux fusionnels, c'est comme ça que vous vous êtes présentés à moi. Comment vous avez élargi le cercle et comment ça a été accueilli finalement? Ça a été bien accueilli. Après, il y avait beaucoup de persévérance aussi, parce que ça s'est pas créé en 2 jours, hein. Ça a mis des années et des années. Au début, on a galéré les 4 premières années, on a galéré. On avait eu beaucoup, beaucoup de temps. On était aussi incompris. Les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait parce que halal, c'était juste de la viande halal. Tu es juste un boucher en fait, tu rien de plus. Donc je te demande un poulet, tu me donnes un poulet, c'est tout. Et c'est vrai on n'avait pas trouvé au début la clientèle, l'humain qui était autour de nous n'était pas forcément bon. Et ça s'est dégagé au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la clientèle qui nous correspond. Et voilà. Donc du coup, il y a une philosophie et une éthique. Puis autre chose, on a aussi éduqué énormément nos clients, parce que quand on vient en boucherie, malheureusement, on vend de la viande. On va parler de foot, on va parler de la pluie et du beau temps, mais on va jamais parler de l'essentiel, comment cuire un roast beef, comment cuire un beefsteak. Vous voyez, donner un peu d'éducation culinaire, ça manque énormément. Pourquoi? Parce que le boucher aussi, il n'a pas de connaissances. Moi, j'ai appris, j'ai des encyclopédies, j'ai fait énormément de formations avec des MOF, avec l'école de la boucherie, avec plusieurs aussi bouchers qui m'ont aidé qui m'ont transmis leur amour en fait. Et je pense que c'est une question de transmission et d'amour et de partage. En fait, on vend pas que de la viande, on vend aussi des idées, on vend des valeurs en commun. On vend, par exemple, vous achetez une épaule d'agneau c'est pour 4 5 personnes.
C'est pas juste de la viande, on la met, on mange. Il y a une histoire derrière, il y a une manière de cuisiner aussi, il y a des accompagnements, il y a des épices qui vont avec, cette épaule, d'autres qui ne vont pas avec. Donc, il y a quand même de l'art et si nous on transmet pas ça, on a rien appris. Donc, voilà et puis les clients étaient très attentifs et je le dis très souvent à la boutique, notre communauté on a une communauté musulmane qui est attentive à ça, qui veulent bien manger et ils ont une très, très grosse frustration. Ils sont frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien manger, mais ils trouvent pas de la qualité, malheureusement. L'argent, ça a pas de sens, en fait, l'argent. Les gens, quand c'est des petits clients, des gros clients, je vois il y a pas de différence. Ce qui compte, c'est vraiment l'humain, en fait. Voilà et c'est mon bébé, je n'arrive pas à m'en séparer. Donc je suis toujours là et je gère comme il faut et j'espère être à la hauteur encore de belles années. On le souhaite. Et donc il y a aussi la transmission, donc vous transmettez aux clients, comment utiliser, comment sublimer finalement ce que vous, Bien vous avez sûr. déjà sublimé. Mais il y a aussi la transmission à vos ouvriers. Comment ça se passe, Alors, vos collaborateurs, c'est mes collègues de travail, collègues de travail? parce qu'on se voit plus entre nous que la famille, que de leur côté à eux et ça devient mes amis, ça devient mes frères. Donc il y a une relation qui se crée et on a un projet en commun. Quand même, il faut un chef d'équipe qui soit là, présent et qu'on ait la même direction parce que l'humain, on a des faiblesses, hein. Des fois, on est fatigué, des fois, on est malade, des fois, on n'est pas très bien. Alors, il faut épauler les uns les autres pour qu'il y ait une, coalition et que ça se passe bien, quoi, tout simplement. Et vous pensez pouvoir maintenir cette qualité, en espérant en même temps, faire évoluer, votre entreprise? Parce que, voilà, ça reste une entreprise et je vois qu'il y a quand même une ambition, de pousser vers l'excellence, donc forcément de transmettre à une échelle encore plus large. Comment vous appréhendez ça, le fait de pouvoir maintenir, les pieds sur terre tout en cherchant à évoluer Bah, vers il faut une l'excellence? maîtrise, il faut garder cette maîtrise. Il faut savoir où on va aussi et toujours garder cette qualité-là. Là, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que j'ai une équipe qui est là depuis des années. J'ai plus besoin de faire la police ou de dire ce qui va pas, ils le savent déjà et aussi on n'est pas affamé de projets. C'est-à-dire que si on a un projet qui nous correspond, qui nous convient et on est capable de maîtriser, on y va. Si on sent qu'il y a un doute ou quelque chose qui peut ne pas y aller, on ne fait pas. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai peur de décevoir. Ma plus grosse peur, c'est de décevoir. Vous vous rendez compte? Je déçois les gens avec tant d'efforts, tant d'années, tant de sacrifices et tu as des clients, ils sont pas contents parce qu'il y a un truc qui va pas, c'est grave. Alors, on peut faire des bêtises, hein, on a le droit de faire des bêtises, mais il faut éviter de les faire. Voilà. On n'est pas parfait, mais il faut essayer de s'y rapprocher. Alors, pour s'y rapprocher, il faut toujours être présent et il faut travailler, bien comme il faut et se remettre en question tout le temps aussi. Ouais, du coup, l'expérience du terrain vous aide aussi parce que vous êtes un challenger. Vous vous expérimentez, vous innovez, vous créez et d'ailleurs, c'est ce qui vous vaut aujourd'hui, de pouvoir, obtenir des titres aujourd'hui, vous êtes pionnier d'ailleurs Bien dans pas sûr. mal de choses. Comment vous arrivez à vous renouveler, continuellement? Alors, on fait beaucoup de stages. D'accord. On va contacter énormément de MOF qui viennent nous voir ou on va les voir pour apprendre en fait OK. et j'ai toujours un bouquin j'apprends toujours, je me renseigne toujours, j'essaie toujours d'apprendre. Parce que vous avez une partie du cerveau qui, à partir d'un certain âge, où c'est fermé et si on travaille toujours son cerveau à l'apprentissage, le cerveau reste toujours ouvert et prêt à recevoir en fait des informations et tant qu'on a si on passe une journée dans sa vie et on n'a rien appris, c'est une journée perdue en fait. C'est dommage. Voilà. Mmh. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit tous ces titres, l'un après l'autre, dans des univers où vous avez quand même poussé les portes et vous avez osé, aller? Comment ça se passe, une fois que vous obtenez ce prix-là? Il y a une forme de satisfaction familiale en plus parce que comme on Oui, disait, voilà, c'est une affaire de famille et c'est un rêve de famille. Comment vous accueillez ces titres? on est content déjà rien que le fait de le dire à notre équipe ou le dire à nos parents, surtout nos parents, quand ils nous félicitent, ils sont contents, ils nous font des bisous. Pour nous, c'est le triomphe total. Il y a pas besoin de se fêter ça, juste, félicitations, ça nous suffit amplement. Après on a tellement de projets donc
Si on a réussi, s'il y a eu un aboutissement, bah, on est content, on se réjouit pendant 5 minutes et après on passe à autre chose, nouveau challenge. En fait, on n'a pas le temps de célébrer ce ouais. C'est quand même bien, hein. Après, on a quand même des choses qui en interne où on a beaucoup célébré. C'était un challenge qui a duré des années, plus de 10 ans. En fait, la charcuterie, je l'ai fait moi-même. Pour moi, c'est important de la faire soi-même parce que c'est une valeur ajoutée et deuxièmement, sur le marché, il y avait c'est pas bon. La charcuterie, industrielle, elle est pas bonne, en fait. Celui-là qui a du palais, il peut pas se régaler. Puis il y a beaucoup de produits chimiques, il y a trop de sucre, il y a beaucoup d'eau, c'est trop saturé. Heu, je vois pas l'intérêt, en fait. Alors, on a fait de la charcuterie et j'ai mis des années à créer une charcuterie sans produits chimiques. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter, de la charcuterie halal sans additifs, sans produits chimiques. Et ça, c'était le plus beau projet qu'on ait pu avoir parce que c'est très difficile. Une charcuterie sans produits chimiques, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a des nitrites, on a des choses qui vont maintenir le produit, qui vont le durer plus longtemps, qui va garder aussi le goût. Donc, quand on retire les les machins, etc., bah, on se retrouve avec quelque chose de sapide, de fade, qui tient pas, qui périme vite, qui n'a pas de couleur, qui est pas beau. Euh, c'est pas ça, quoi. Nous, on a réussi à faire une bonne charcuterie de qualité et en plus, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de produits chimiques. Les gens qui viennent pour eux, pour leurs enfants, bah, ils sont satisfaits, ils sont heureux, ils sont contents. Et pour nous, ça, c'est une grande, grande, grande victoire. Magnifique. Ouais. Et à la lumière de toute cette expérience, que vous avez, acquis, sur le chemin, comment vous définiriez, vous, le halal aujourd'hui? Qu'est-ce que le halal? Aujourd'hui, le halal, il est plus présent sur le marché. Ça représente quand même 5 ou 6 milliards d'euros en France, hein, c'est pas rien. Euh, Aussi, il y a une grosse communauté qui en consomme. On est de plus en plus nombreux aussi dans la communauté, ce qui est très beau. Aujourd'hui, le halal, il y a pour tout le monde. Il y a du très bas de gamme, il y a du moyen de gamme, il y a du très haut de gamme. Donc aujourd'hui, si vous voulez manger halal avec une éthique, vous voulez manger halal avec une vraie certification, où vous avez une garantie que c'est halal, c'est faisable. À vous de faire vos recherches et à vous d'avoir ce que. Aujourd'hui, le plan est large en fait. Il y a 30 ans, 40 ans, à la génération de nos parents, ils n'avaient pas malheureusement le choix. C'est-à-dire que c'est halal, peut-être, peut-être pas. Mais bon, il faut bien manger. Donc aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si on veut véritablement manger halal, on est capable de manger halal et de choisir si c'est du poulet industriel ou c'est du poulet fermier ou du poulet éthique. Ouais, poulet bio, poulet de Bresse, etc. Pareil pour l'agneau, pareil pour le veau, pareil pour le bœuf. Donc, c'est vous qui décidez de si vous voulez manger du bon, du moyen ou du pas bon. Ça, c'est quand même une chance d'avoir le choix. Mais de ce que je comprends, de ce que vous avez présenté du halal, ça va au-delà juste d'un rite. C'est-à-dire que derrière, il y a tout ce que vous expliquiez tout à l'heure, la qualité, d'élevage, la qualité, d'abattage, la qualité, d'entretien et même ce qu'on en fait après. Donc est-ce que vous réduiriez aujourd'hui la notion du halal, certifié halal, à juste un rite, vérifier qu'il y a un rite d'abattage? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond derrière, Bah, il y a le ça? halal. Après, il y a le halal taïeb. Ah, OK. Le halal taïeb, ça comprend beaucoup de choses dans sa globalité. Par exemple, après ça, c'est ma propre définition. Je suis pas imam, je suis pas prêcheur, je sais pas, c'est à mon niveau à moi. Pour moi, le halal taïeb, c'est déjà le respect de l'animal avant tout, la qualité d'abattage, aussi l'accueil du boucher, comment il va couper la viande, comment il va la préparer. Il y a aussi quand il va vendre le produit, il ne triche pas sur l'appellation, il il tare il va faire attention au poids, mise-en, c'est-à-dire que l'emballage il va tarer, donc ça, c'est très important. Il y a aussi le respect de l'hygiène. Si, par exemple, je vous fais une viande hachée, alors que j'ai une machine qui est, à un hachoir qui est sale depuis des jours, qui est pas désinfectée, ou mes doigts sont sales, j'ai pas nettoyé mes ongles, et cetera. Pour moi, ça fait partie de l'éthique musulmane. Heu, on se doit d'être propre. Parce qu'on ne sait pas derrière, avec nos actions, peut-être que je vous ai vendu une viande hachée qui était mauvaise. Vous avez fait une intoxication alimentaire avec. Ça peut être très, très grave. Nous, aujourd'hui, ce qui est très bien, c'est qu'on a un contrôle qualité qui est embauché chez nous. On a aussi une contrôleuse indépendante qui vient 2 fois par semaine,
qui fait aussi qui va contrôler notre contrôleur qualité, qui va contrôler le labo, la boutique, pour voir si tous les process sont bons. Et on travaille avec Eurofin. Eurofin, c'est un laboratoire qui fait des prélèvements. Et toutes les semaines, ils viennent récupérer des échantillons de viande, de merguez, de viande hachée, de poulet, les mains, les couteaux, et voir si effectivement et éventuellement il y a des microbes, des bactéries, etc. Pour mieux être sûr, pour mieux contrôler. Comme ça, nous, on a une ligne de conduite où si demain il y a une défaillance, on sait d'où ça vient et on arrête le problème et on reste propre tout le temps. Et ça, c'est propre à nous-mêmes parce qu'on peut avoir une inspection d'hygiène due à ça et on peut fermer la boutique carrément. Donc c'est moi, c'est volontaire, c'est moi qui a décidé que ce soit comme ça. Mais derrière ce gage qui est pour moi énorme, énorme, et on ne le dit pas sur les réseaux parce que les gens ne comprennent pas en fait. Vous voyez, les gens ne lisent pas. Les gens, ils ont une information, sur ça, ils vont prendre ça et puis ils vont être capables de créer une histoire. Donc, mais pour nous, c'est essentiel, c'est important d'avoir une ligne de contrôle et une ligne de conduite tout le temps. Voilà. C'est un peu aussi la définition des JO, la rigueur. Ouais. Le fait que ce soit votre marque de fabrique, la Ouais, rigueur, fait partie des ça mots-clés coûte très que cher, c'est pas donné, mais pour moi, c'est normal. C'est comme le halal. Vous voulez une viande qui est véritablement halal, il faut payer des gens qui égorgent vraiment, il faut payer des gens qui contrôlent vraiment. Donc, si ça doit coûter plus cher, eh ben, c'est pas grave. On est prêt, on paye le prix pour avoir vraiment une garantie que la viande est véritablement halal. Pour moi, c'est important. Pas, on va commencer à chercher le centime par là, par là, par là. Oui, mais c'est cher. Oui, mais on mange halal. Il y a un minimum en fait. Vous voyez. Donc pour moi, c'est voilà, c'est très important. bah, c'est ça qui est beau aussi, c'est que votre transparence permet de justifier aussi vos prix qui effectivement sont un peu plus chers, que le reste du marché, mais c'est justifié. Aujourd'hui, c'est un peu plus cher, c'est pas non plus excessif. Il faut savoir qu'en 2022, il y a eu une grosse crise économique et alimentaire. La viande industrielle a subi une augmentation, je sais plus, mais c'était entre 40 et 60%, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on est un peu plus cher, mais pas beaucoup. Et plus cher sur quoi? On ne peut pas comparer un produit, un animal qui est élevé en plein air dans des bonnes conditions, avec une alimentation soignée, poussée, avec un abattage respecté, et un truc industriel mis dans une cage. Bah, c'est plus cher, non. C'est juste pas le même produit en fait. Donc voilà, faut qu'on soit clair aussi. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui a un petit budget aujourd'hui et qui pourtant souhaiterait manger de la qualité dans une société en plus où il y a de la surconsommation? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces gens-là? La réflexion, se poser la vraie question. Comment mieux cuisiner? Parce que si vous apprenez à bien cuisiner, vous cuisinez bien, vous êtes capable de faire de grands plats. Avec un poulet fermier ou un poulet bio, on est capable de nourrir une famille de 5 6 personnes. Je sais pas si tu te rends compte. Avec un poulet, on est capable de nourrir une famille. Après, il faut savoir le cuisiner, le cuire à basse température, associer des sauces ou composer une marinade, par exemple. Bah, ça, c'est des trucs que je peux conseiller où on peut trouver. Et aujourd'hui, la cuisine, ça s'est développé. On peut trouver pas mal de recettes de partout. Prendre un poulet, le balancer dans le four à 220 degrés, le laisser 45 minutes et le manger, c'est sec, ça a pas de goût, c'est pas terrible. Bah, il y a l'art et la manière aussi. Autre chose, on a des produits qui sont assez coûteux, bah, on va pas se diriger vers ces produits-là, ce qui est tout à fait normal. Quand vous allez au restaurant, les viandes haut de gamme que je vais proposer vont coûter moins cher que si vous mangez au restaurant et vous n'aurez pas la même qualité. Donc ça, c'est aussi important. La viande que je vais proposer, c'est des viandes qu'on peut trouver dans des chefs étoilés de 1, 2, 3 étoiles. Mais c'est pas à la bourse de tout le monde. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très, très cher. Donc on peut aussi cuisiner soi-même, acheter une belle pièce de viande et la confectionner comme il faut et se régaler en fait. Vous voyez. On peut aussi prendre, j'ai des clients qui ont peu de moyens, qui me prennent des poulets, par exemple. Je vais toujours dans l'exemple du poulet, mais qui prennent des poulets ou un demi-agneau, par exemple. Et d'un agneau, on peut faire tellement de choses.
On peut faire des rôtis, on peut faire au four, on peut faire au barbecue, on peut faire des navarins, des tagines, des shorbas, on peut tout faire. C'est large quand même, hein. Et avec des poulets, on peut découper les cuisses à part, le haut de cuisse désossé, on peut faire des brochettes. Le blanc de poulet, on peut le couper en escalope. Les ailes de poulet, on peut faire une soupe avec. Sincèrement, si on a de la réflexion et on a une bourse un peu plus petite, on peut quand même aller la qualité des bons produits et bien manger. Mais juste on fait attention à ne pas trop manger, quoi. C'est ça. Voilà. Après ça, c'est voilà, s'il y a des Oui, gourmands, malheureusement, bah, manger courage. peu, mais manger bien. Donc Ouais, vraiment, on est capable. on s'ajuste. C'est une question de réflexion. La vérité, c'est plus de l'intelligence qu'autre Ouais, chose. c'est bien. Ça oblige les gens aussi à être responsables, à se rendre responsables Oui. de, Bah, après, de c'est un leurs peu choix de vie. compliqué aujourd'hui d'être responsable parce que on a du pas cher. Voilà, si demain il devait avoir une guerre, et que on serait sur des ratios, vous inquiétez pas que tout le monde va bien manger, hein. Ah, tout le monde va faire attention, tout le monde aura une éthique, mais parce qu'on est dans le fait accompli. Quand on n'est pas dans le fait accompli, eh ben, on peut manger de la viande midi, soir, toute la semaine, tout le mois, toute l'année si on veut et on a un panier, on a une bourse toute petite comme ça. C'est pas normal, c'est pas normal. La viande a toujours coûté cher. Ça a toujours coûté cher. Depuis des siècles et des siècles et des siècles, la viande, c'est un produit de luxe. Aujourd'hui, enfin depuis les années 70, depuis qu'il y a eu l'industrialisation, bah, on a de la viande bas de gamme. Voilà. Avec 1 € on est capable de manger une cuisse de poulet, ce qui est ce qui est pas logique. Au final, vous rendez la noblesse à la viande, en fait. Vous lui rendez son titre de noblesse. Je trouve que c'est bien, Ouais, je trouve que c'est bon. ouais, Ça a toujours été comme ça et ouais, ça devrait rester comme ça. ouais, ouais. Écoutez, on arrive à la fin de notre entretien. Je voulais quand même vous demander, après avoir gravi pas mal d'échelons et être arrivé au statut du haut de gamme, avez-vous d'autres ambitions d'aller encore au-delà? J'ai des ambitions que je peux pas révéler aujourd'hui, tant que c'est pas fait, on va pas dire. Après d'autres ambitions, c'est bizarre ce que je veux dire, mais toujours garder cette qualité. Voilà, toujours garder de la qualité, respecter nos clients toujours, faire du halal taïb, faire des produits sains. Toujours chercher aussi des nouvelles épices, des nouveaux produits. On essaie toujours d'améliorer nos produits aussi. Là, on a par exemple une nouveauté sur la nuggets nature. On a décidé de rajouter un produit supplémentaire un MOF en légumes. Donc Mère France des légumes nous a aidés, qui s'appelle Frédéric, pour améliorer un produit. Donc on est toujours dans cette recherche d'amélioration, dans cet axe de monter toujours plus haut et ça finira jamais de toute façon. Ça, c'est l'investissement et c'est toujours ça, quoi. Peut-être qui sait, peut-être un jour un restaurant, non? Parce qu'on sent que vous tournez, On sait vous avancez pas, petit à bah, petit après vers il faut trouver l'humain qui nous correspond aussi. oui. On a eu du mal on a, des difficultés par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, donc qui ont des projets, c'est des investisseurs. Ils parlent d'argent, 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 mais on n'a pas trouvé des gens qui ont un côté humain où ils veulent ouvrir leur commerce, ils veulent réussir dans le projet et maintenir leur commerce. Eux, les gens qu'on trouve malheureusement, c'est des gens qui veulent ouvrir 3, 4, 5 trucs, mais ils veulent pas gérer la qualité. Ça, pour moi, c'est pas une chose à faire, quoi. Voilà. Quand on est dans l'excellence, bah, il faut de l'humain et il faut des bonnes personnes. Donc, peut-être un jour on trouvera. Après, c'est Dieu qui fait les choses, on verra. On vous le On n'est souhaite. pas pressé. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Écoutez, merci infiniment Slim pour ce moment. Avec grand plaisir. Vraiment, vous nous avez immergés dans un univers qui est très peu connu finalement, en tout cas sous cette casquette-là. Et puis, un grand merci à votre frère hein, qui est là à travers vous. Bon, on a la même tête de toute façon, donc, Voilà. Et ça des passe. gratitudes aux parents parce qu'ils ont joué un rôle assez essentiel À dans votre 100%. épopée. À 100%. Et donc voilà, on vous dit à bientôt et on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci infiniment. Merci Merci à beaucoup, vous. c'est gentil. Merci. Merci, professeur Aouti Rezali, de nous offrir ce moment. Co-Connaissance a eu le plaisir de rencontrer des maîtres artisans d'exception, les jumeaux. Et l'un des fondateurs, Slim, nous a partagé leur histoire en mettant le doigt sur une notion très importante, le halal taïb, qui est pour eux une valeur primordiale dans leur métier de boucher. Donc, à la lumière coranique, nous aimerions que vous nous éclaircissiez sur cette notion qui est peu ou mal connue du grand public
Qu'est-ce qu'il en apparaît dans le Coran? Alors, bah, tout d'abord, merci pour la question, parce qu'effectivement, la notion du halal tayyib n'est pas assez répandue, pas assez connue, pas assez explicitée, alors que on entend tout le temps parler, lorsqu'il s'agit de viande, on entend tout le temps parler de halal, c'est tout. Alors que coraniquement, c'est plutôt l'inverse.